Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. À l'instant, bien sûr, c'est votre édition quotidienne La Matinale qui démarre. Une édition ce matin qui déposera ses valises du côté du Brésil où Luiz Inácio Lula da Silva a été donc investi président de la République. C'était le 1er janvier dernier. Luiz Inácio Lula da Silva investi donc président du Brésil pour un comeback extraordinaire dans la capitale Brasilia. L'icône de la gauche brésilienne âgée de 77 ans a été donc intronisé lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a prêté serment sur la Constitution 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de 2 mandats. Son retour au palais du Planalto signe donc un comeback exceptionnel pour Lula, qui a connu entre-temps la prison il y a seulement 4 ans pour avoir été accusé de corruption. Une minute de silence a également été observée en hommage bien sûr à la légende brésilienne de football Pelé, décédé en fin de semaine dernière, et également en hommage au pape émérite Benoît XVI, lui également décédé en fin de semaine dernière, juste avant bien sûr l'intronisation de Lula. Du coup, ce matin, on se pose bien sûr la question de savoir si le retour de Lula aux affaires pourrait être bénéfique pour le continent africain au regard bien sûr des relations qui se sont profondément détérioré ces dernières années, notamment sous le magistère d'un certain Jair Bolsonaro, se dirige-t-on vers une nouvelle réorientation des relations entre l'Afrique et le Brésil? Quel rôle peut véritablement jouer Lula dans la nouvelle configuration du continent africain? Une configuration dans laquelle, bien sûr, plusieurs puissances occidentales se livrent une bataille acharnée en quête de positionnement. Que gagnent réellement les Africains à coopérer avec le Brésil? Voilà autant d'interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement donc ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Installez-vous confortablement, car pour répondre à toutes ces préoccupations, du moins à toutes ces interrogations ce matin, nous accueillons bien sûr le consultant permanent de cette émission de For You Matin. Il s'agit du Dr Sango. Je rappelle, docteur, que vous êtes politologue, vous êtes internationaliste, vous êtes expert des questions internationales, certifié en langue et culture camerounaise. Bonjour à vous, docteur. Docteur et bienvenue. Bonjour Monsieur Guiné, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la technique qui nous permet d'être audible et visible. C'est encore avec le même plaisir que je suis là ce matin pour poursuivre le combat panafricain. Voilà, vous ne serez pas seul, on espère également le prendre en cours de chemin tout au long de cette émission. Il s'agit de Pemanea, il est par ailleurs le président du cadre d'action pour la patrie. Il réagit bien sûr en direct du Burkina Faso. Il nous a promis d'être là, on le prendra bien sûr en cours de chemin de cette émission de For You Matin. Donc voilà ainsi décliné les différentes identités de nos 2 panélistes de ce matin. La thématique également vous a été déroulée. Voici venu le temps de l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa sur les dernières 24 heures. Les audits de la présidence du Burkina Faso et de l'Assemblée nationale ont été finalisés, a rapporté le contrôleur général d'État, Philippe Nyon, dans un long entretien accordé vendredi. Les contrôles de gestion financière concernent donc, pour ce qui est de la présidence, le mandat de Roch Kaboré, soit de 2015 à 2021. L'audit sur l'Assemblée nationale porte sur la gestion 2018-2021, correspondant à une partie du mandat de l'ex-président Bala Alassane Sankandé. Si rien n'a filtré sur la gestion des ressources publiques de l'ancien président, Roch Kaboré, celle du Parlement sous Bala Sankandé, est qualifiée de situation inédite. Si je dois classer de 1 à 5, 1 étant la mauvaise note, la gestion de l'Assemblée nationale est de 0,5. En matière de gestion, nous avons été confrontés à une situation inédite. C'est tout, sauf de la gestion des finances publiques, a affirmé Philippe Nyon. Bala Sankandé avait attaqué la procédure de la SCELC, arguant qu'un chef d'État n'avait pas compétence à instruire le contrôleur général d'État et auditer le Parlement au regard de la séparation des pouvoirs. Si on me dit aujourd'hui que c'est un acharnement,
que d'auditer l'Assemblée nationale, je dirais que c'est un bon acharnement. Vous aurez des échos de cet audit dans les jours à venir, a également précisé le contrôleur général d'État Philippe Nillon. Ce sont au total 23 institutions publiques qui doivent être auditées, dont l'armée, les sociétés d'État et entre autres. Exclu du dernier sommet États-Unis-Afrique, le Burkina Faso est de nouveau visé par Washington, qui évince le pays de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, l'AGOA. Il s'agit d'une loi commerciale des États-Unis visant à faciliter l'accès des pays subsahariens au marché américain dans le but d'améliorer le commerce. Les productions d'entreprises africaines dans des domaines variés comme l'agriculture, le textile ou encore l'habillement sont facilitées d'exportation aux États-Unis en franchise de douane. L'adhésion et le maintien à l'AGOA est cependant soumis au respect de certaines conditions comme le respect des droits de l'homme ou encore des normes de travail et l'état de droit. Pour avoir connu 2 coups d'État en 2022, l'administration de Joe Biden, le président américain, se dit dans un communiqué profondément préoccupée par le changement anticonstitutionnel de gouvernement au Burkina Faso. Le bureau du représentant américain au commerce, auteur de ce communiqué, précise que le Burkina Faso recevra des repères clairs pour une voie vers le rétablissement du programme commercial, tout en ajoutant que l'administration Biden travaillerait avec le gouvernement burkinabé. En proie à une crise sécuritaire et humanitaire, le Burkina Faso, dans sa nouvelle dynamique politique, noue de nouveaux partenariats sur le plan diplomatique et même commercial avec de nouveaux alliés comme la Russie. Le pays des hommes intègres est d'ailleurs convié au prochain sommet Russie-Afrique de 2023. Bamako retient toujours les soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022. Lors du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est achevé le dimanche 4 décembre dans la soirée, l'organisation a demandé la libération avant le 1er janvier 2023 des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, en annonçant par la même occasion la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel et des possibles sanctions. Malgré cette annonce, un constat est fait après l'échéance du deadline, soit le 1er janvier 2023. Les 46 soldats qui ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle n'ont pas été libérés. Face à cette situation, l'on se serait attendu à des sanctions de la CEDEAO, que nenni. Des sources crédibles laissent entendre que la CEDEAO ne compte même pas sanctionner le Mali. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'elle a laissé entendre à la sortie du 62e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Pour certains observateurs avertis, le Mali est tout simplement campé sur sa position de ne pas se faire dicter la gestion de son gouvernement. Illustration, les autorités de Bamako, pour juger les 46 militaires, ont convoqué une cour d'assises spéciale avant même la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, alors qu'elle pouvait encore attendre plusieurs mois. Signe qu'elles ont quand même prêté une oreille attentive au message de l'organisation sous-régionale, même si l'ordre n'est pas jusque-là exécuté. D'aucuns avaient donc espoir qu'avec l'amélioration des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, avec notamment le mémorandum récemment signé par les 2 gouvernements, un dénouement heureux devait naître. Cependant, le Togo, pays médiateur dans le dossier, multiplie des initiatives pour que ce dénouement rapide et heureux puisse être effectif. Selon un communiqué du bureau du dirigeant égyptien, Abdel Fattah el-Sisi a souligné durant cet entretien téléphonique la nécessité d'éviter toute mesure qui pourrait conduire à une situation tendue et à d'autres complications. Le président égyptien a également déclaré que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour maintenir le calme entre Israël et les Palestiniens. Bien qu'ayant clairement affiché sa volonté de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité, le chef du gouvernement israélien, Netanyahou, nourrit un projet d'expansion des colonies juives en Cisjordanie que beaucoup considèrent comme une initiative qui pourrait accroître de vives tensions entre Israël et Palestiniens, voire indisposer la communauté internationale. Rappelons que l'Égypte et Israël ont conclu un accord de paix historique en 1979. Les relations ont généralement été calmes entre les 2 pays, bien que la coopération en matière de sécurité dans les coulisses reste forte. Les signes d'une coopération globale se sont entre autres multipliés ces dernières années.
En 2021, le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, a rencontré Al-Sisi dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh lors de la première visite officielle en Égypte d'un Premier ministre israélien depuis plus d'une décennie. L'Égypte a également servi pendant des années de médiateur clé entre Israël et le groupe militaire palestinien Hamas. Les ennemis acharnés ont mené 4 guerres depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007 et plus récemment, un conflit de 11 jours en mai 2021. L'Égypte travaille également dans ce sens pour organiser une trêve à long terme. La foule s'est rassemblée sur la place de la Nation à Dakar, à l'appel d'une douzaine d'organisations de la société civile. Un important dispositif policier était déployé autour de la place pour encadrer ce rassemblement autorisé par le préfet et soutenu par l'opposition qui n'a eu de cesse ces derniers jours de dénoncer ce qu'ils ont qualifié, je cite, de vol des autorités. Pendant que tout le peuple souffre à cause des problèmes engendrés par la pandémie, d'autres sont en train de prendre les ressources de ce pays pour faire des bamboulas. C'est inadmissible. Il y a trop d'injustice. Il y a une justice à 2 vitesses. Une justice pour les autres et une justice pour les autres. Donc aujourd'hui, quand on parle de détournement de milliards et que la justice ne se prononce pas, il est temps que la population intervienne. Mi-décembre encore, un audit de la Cour des comptes du Sénégal sur le fonds de riposte contre les effets de Covid-19 d'un montant de plus de 740 milliards de francs CFA, financés par les bailleurs de l'État en 2020 et 2021, a pointé des manquements, des surfacturations ou encore des absences de justificatifs des dépenses. La société civile exige la démission de toutes les personnes mises en cause et le remboursement des détournements présumés. Le gouvernement s'est défendu en soulignant que les manquements relatés portent sur moins d'1% du montant total du fonds et a promis de suivre des recommandations de la Cour des comptes. Le slogan « Non au troisième mandat » figurait également sur plusieurs pancartes en raison du doute qui persiste encore sur la décision du président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, de se représenter à la présidentielle de 2024. Les manifestants ont également scandé le nom et appelé à la libération de Pape Alé Niang, un journaliste détenu plus d'1 mois pour divulgation d'informations de nature à nuire la défense à la nationalité, liberté, puis renvoyé en détention le 20 décembre. Le Maroc va interdire à partir du 3 janvier 2023 toute arrivée en provenance de Chine, et ce quelle que soit la nationalité des voyageurs, pour éviter une nouvelle vague de contamination de Covid-19, a annoncé le ministère des Affaires étrangères marocain. Des milliers de touristes visitent pourtant le Maroc depuis la Chine chaque année, voyageant généralement sur des vols qui passent par Dubaï, à Doha et bien d'autres. Cette mesure exceptionnelle n'entache nullement l'amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La Chine connaît une flambée d'épidémie de Covid-19 depuis l'abandon de la politique zéro Covid après de forts mouvements de contestation au sein de la population chinoise, excédée après 3 années de strictes mesures de restriction. Face au risque d'une recrudescence des cas de contamination, de nombreux pays tels que la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et bien d'autres ont imposé des contrôles sanitaires et des mesures restrictives à l'encontre des voyageurs en provenance de Chine. Le Maroc est pour l'heure le premier pays à décider de fermer complètement les frontières aux voyageurs en provenance de Chine. Il
s'agit d'une sélection de la rédaction centrale de For You Media Africa, l'information telle que traitée bien sûr par la rédaction centrale sur les dernières 24 heures. Nous parlons du Brésil, nous parlons de l'investiture bien sûr de Luiz Inácio Lula da Silva, le président brésilien qui est donc officiellement de retour aux affaires après être passé par la case prison, notamment il y a de cela 4 ans, pour avoir été bien sûr accusé des faits de corruption, lui qui avait quitté le pouvoir il y a de cela 12 ans. Il est donc officiellement de retour. Quel peut bien être l'apport de ce retour, notamment pour le continent africain? Se dirige-t-on vers une nouvelle réorientation des relations entre l'Afrique et le Brésil, surtout quand on sait que ces dernières années, les relations se sont profondément détériorées, notamment sur le plan commercial. Ce matin, nous allons largement en parler. C'est d'ailleurs la principale thématique, mais bien avant de parler de ce sujet autour, bien sûr, de l'arrivée de Luiz Inácio Lula da Silva, nous ouvrons bien sûr une brèche à la République centrafricaine ce matin. Nous avons suivi la sortie du professeur Faustin Archange Touadéra, ce discours de fin d'année. Lui qui est notamment revenu sur les nombreuses échéances électorales qui attendent son pays. On parle bien sûr des élections locales qui auront lieu le 16 juillet 2023. Une première depuis 1988, on le sait, depuis cette année de 1988, il n'y a plus eu d'élection locale du côté de la République centrafricaine. Ça fait d'ailleurs partie de l'une des principales échéances qui ont le gouvernement de ce côté. À côté bien sûr de ces élections locales qui auront lieu le 16 juillet 2023. Il y aura également, on va dire, ce référendum pour la nouvelle constitution, cette constitution tant réclamée par le peuple. Il faut donc la modifier, celle du 30 mars 2016, clairement, et pour y parvenir, il faut le dire, en fin de semaine dernière, du côté du Parlement, il y a eu ce projet de loi ouvrant la voie au référendum qui a été donc voté à l'unanimité par le Parlement centrafricain, une étape donc décisive vers la modification de la constitution de 2016 telle que souhaitée par le peuple souverain centrafricain. On en parle donc ce matin en guise bien sûr de sujet d'accueil avec vous. Docteur Sango, nous avons suivi durant l'année 2022 ces manifestations qui se sont multipliées du côté de la République centrafricaine, ces manifestants-là qui sont massivement descendus dans les rues de Bangui, partout d'ailleurs là-bas, demandant notamment la modification de la constitution de 2016. Clairement aujourd'hui, avec ce qui s'est produit du côté de l'Assemblée nationale en fin de semaine dernière, tout du moins avant la fin 2022, l'adoption de ce projet de loi ouvrant la voie au référendum, on peut dire que c'est une étape décisive, une étape de plus vers la modification de cette constitution qui, pour certains aujourd'hui, refait certaines irrégularités. Oui, vous avez très bien fait d'indiquer que l'année 2022 a été une année tellement difficile du côté de la République centrafricaine parce que nous avons vécu presque un bras de fer dans ce pays-là où nous avons vu deux camps. Le camp de Touadéra qui pense que pour mener à bien la politique de la nation, pour mener à bien la souveraineté de son État, il était important de retoucher la Constitution pour l'adapter aux réalités et de développement de son pays. Et un autre camp, également ceux des opposants et d'autres personnes qui pensent qu'en réalité, la Constitution ne devrait pas se réviser parce que le président Touadéra viserait un troisième poste, un troisième mandat. Donc, c'est ce combat-là, cet équilibre de position qui permet de comprendre qu'en réalité, le combat de Touadéra en République centrafricaine, pour l'analyser, il faut, n'est-ce pas, le mettre dans un contexte bien précis. Parce que les contextes ne sont plus les mêmes. C'est vrai, on a toujours habitué les pays africains à réviser les constitutions. Nous sommes toujours habitués à voir un certain président africain toucher les constitutions parce qu'en réalité, il voulait prendre un troisième mandat. Mais je pense que le cas de Touadéra est un cas spécifique, particulier, parce que le contexte d'abord est favorable à ce combat et le peuple, la population est avec lui. Lorsqu'on fait par exemple l'historiographie de ces pays-là, on va se rendre compte que de tous les présidents qui sont passés à la tête de la RCA, on n'a pas vu un président qui avait la volonté
de rendre la RCA aux Centrafricains. On a vu que ce pays-là, pendant longtemps, s'était livré comme un champ de bataille aux puissances étrangères. On sait que la RCA est un pays qui est riche du point de vue des matières premières, mais le développement ne suit pas sur le terrain. Donc, l'avènement de Touadéra à la tête de ce pays-là est venu changer toute la donne. Vous savez que Touadéra, aujourd'hui, est pour la souveraineté de la RCA. Touadéra a renégocié un certain nombre d'accords avec ses partenaires. Touadéra est pour le développement de la Centrafrique. Et pour qui est donc le développement? Il faut le dire, il faudrait que la Constitution soit, n'est-ce pas, adaptée. Il faudrait que les conditions soient fixées dans la Constitution. Or, lorsque vous prenez la Constitution de 1996, c'est une constitution qui embrigade presque totalement le développement de la RCA. Dans le cas actuel de cette constitution-là, le président Touadéra ne peut pas implémenter la politique dont qu'il veut mener à RCA. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il est important pour ce peuple centrafricain et même pour les sceptiques à la révision de cette constitution de permettre que le président Touadéra ou de permettre que l'Assemblée nationale centrafricaine révise cette constitution pour l'adapter aux nouvelles réalités. Donc il ne s'agit pas de réviser une constitution pour une simple personne. L'enjeu et l'objectif de la révision de cette constitution, c'est pour le bien-être du peuple, pour le bien-être de l'État. Donc le président centrafricain n'est pas dans un combat de personnes, il est dans un combat de libération de son pays. Et je pense que 2023, aujourd'hui, peut constituer un tournant majeur, contrairement à ce qu'on a vécu en 2022, ce conflit entre deux positions qui a failli, n'est-ce pas, ici, embrigader l'État. Donc, aujourd'hui, je pense que le président Touadéra pourrait, n'est-ce pas, finaliser ce chantier pour, in fine, impulser le développement de son pays. Un chantier qui... on va le dire comme ça, un chantier qui est clairement la volonté, ou du moins qui reflète jusqu'ici la volonté du peuple souverain centrafricain. C'est ce peuple-là qui réclame la modification de cette constitution. Et le président Faustin Archange Touadéra, souvenez-vous, lors de son discours à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance d'ailleurs de la République centrafricaine, il avait dit que oui, il a été attentif à ces nombreux appels bien sûr de la part de ses compatriotes et que certainement il y répondra de façon favorable. Alors à côté, bien sûr, de ce vaste chantier sur lequel le professeur Faustin Touadéra devra se pencher, ou du moins sur lequel le gouvernement tout entier devra se pencher durant cette année 2023, Dr Sango, il y a également cette échéance électorale, le retour des élections locales du côté de la République centrafricaine. Une date à retenir, celle bien sûr du 16 juillet 2023, le retour des élections locales. On parle bien sûr des élections municipales et régionales. La toute première, ou du moins les toutes premières, ont eu lieu en 1981. Les dernières en date se sont tenues en 1988. Depuis 1988, Dr Sango, plus rien du côté de la République centrafricaine. Et pour cette année 2023, il faut le dire, on va donc assister au retour de ces élections locales. On parle bien sûr des municipales et des régionales. Ça, c'est également, on va dire, un grand rendez-vous électoral à prendre du côté de la République centrafricaine. Je pense que c'est un symbole. C'est un symbole qui vient témoigner la volonté du président Touadéra d'apaiser et de consolider la démocratie centrafricaine. Effectivement. Parce que, vous voyez, pendant plusieurs années, les présidents se sont succédés à RCA, mais la démocratie n'était pas menée par le peuple. La démocratie était embrigadée parce que lorsqu'il n'y a pas les élections locales, les élections régionales, ça veut dire que le système politique est un système politique centralisé. Donc, les prédécesseurs de Touadéra se plaisaient dans ce système-là parce qu'en réalité, lorsque tout est centralisé, tout est contrôlé par une seule personne, par un seul parti. Donc, la volonté du président Touadéra aujourd'hui, c'est de remettre le pouvoir au peuple. C'est d'associer la population à la gestion des affaires de la cité. C'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance. Donc, aujourd'hui, le contexte n'est plus
à la centralisation, à la dictature. Le contexte est aujourd'hui à la décentralisation. Cette décentralisation-là, qui doit se faire selon les réalités de chaque peuple. Donc, moi, je pense que la convocation du corps électoral par le président Touadéra est un symbole qui vient une fois de plus témoigner de sa bonne volonté de pacifier le champ politique centrafricain, d'associer toute la population à la gestion des affaires de la cité centrafricaine. Parce qu'en réalité, les choses de la République n'appartiennent pas à une seule personne. Les choses de la République appartiennent à tout le monde. Et il est souvent bon, lorsqu'on veut penser un système politique, de penser un système politique qui associe tout le monde, pour que tout le monde se sente intégré dans ce qu'on appelle les richesses de la nation. Donc, le président Touadéra est dans une très bonne dynamique. Il faut le saluer. Il faudrait que la population centrafricaine et les autorités centrafricaines l'accompagnent tout simplement dans cette dynamique-là pour que ces élections-là s'organisent dans de très bonnes conditions. Les élections locales à suivre également donc du côté de la République centrafricaine pour ce qui est bien sûr des grandes échéances à ne manquer. D'ailleurs, sous aucun prétexte, des échéances d'ailleurs que vous suivrez en direct et en exclusivité sur les antennes de For You Media Africa. Nous serons là pour vous faire vivre cette année 2023, notamment du côté de la République centrafricaine. Monsieur, parlons donc de notre thématique de ce matin. Nous parlons de l'investiture du président Luis Ignacio Lula da Silva, ce président-là qui était déjà aux affaires entre 2003 et 2010, lui qui a été entre-temps ébranlé notamment par un scandale de corruption. Il est passé par la case prison avant de se retrouver donc à la présidence une nouvelle fois. Il a été investi président du Brésil le 1er janvier 2023 en remplacement bien sûr à son prédécesseur Jair Bolsonaro. Alors, que peut donc espérer le continent africain avec cette arrivée de Lula du côté notamment du Brésil? On va le dire, les relations entre le Brésil et le continent africain prendront-elles une nouvelle dimension, surtout au regard de tout ce qui s'est passé durant les précédentes années où les relations se sont profondément détériorée. Telle est bien sûr du moins la principale thématique sur laquelle nous revenons ce matin. Mais bien sûr on va, Docteur Sango, du coup dire un mot d'entrée sur ce retour quand même de Lula. Il faut le dire, on a évoqué tout ce qu'il a marqué après avoir quitté le pouvoir en 2010, ébranlé par un scandale de corruption. Être de retour, ça fait quoi être de retour de cette façon aux affaires quand on a été jusqu'ici un président mythique quand même du côté du Brésil? Oui, je pense que d'entrée de jeu, il faut être honnête pour reconnaître que le président Lula da Silva est un véritable animal politique. Parce que c'est la troisième fois qu'il vient de prêter serment, qu'il vient d'être investi comme président du côté du Brésil, en dépit de quelques scandales de la corruption dont il a connu. Donc moi je pense que ce symbole-là témoigne que même si on ne peut ne pas être d'accord, on n'aime pas le président Lula da Silva, il faut néanmoins reconnaître que sur le plan politique, c'est quelqu'un qui montre ses preuves. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de revenir 3 fois au pouvoir, de faire 3 mandats, partir et revenir. Ça veut dire qu'en réalité, la population porte, n'est-ce pas, sa politique. La population a une certaine affection, n'est-ce pas, concernant les idées qu'il véhicule. Lorsque je l'ai dit, il faut maintenant donc dire que, contrairement à ces 2 mandats qu'il a fait à la tête du Brésil, le mandat actuel est un mandat un tout petit peu particulier, compte tenu du contexte et compte tenu même de la situation du champ politique brésilien à l'heure actuelle. Je le dis, pourquoi? Parce qu'en réalité, le président Lula da Silva vient d'être élu dans un contexte un tout petit peu difficile, compliqué, parce que du point de vue politique, il a certes été élu, mais avec une majorité
avec une majorité qui ne lui permet pas d'avoir une marge de manœuvre importante pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Il a été élu sur le plan de l'exécutif, mais vous savez que pour qu'un président puisse implémenter son projet de société, il est souvent important qu'il soit en phase avec la représentativité parlementaire. Or, dans le cas d'espèce de Lula da Silva aujourd'hui, il n'a pas la majorité au niveau du Congrès, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, pour que les lois de la politique ou alors les lois de Lula da Silva passent au niveau du Parlement, il serait difficile, il serait obligé de faire ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir, faire des courbettes avec les partis d'opposition. Ce qui vient donc amoindrir, ce qui vient donc rendre difficile son champ de manœuvre. Parce que la problématique aujourd'hui que vous posez sur la table, c'est de savoir si Lula da Silva pourra, n'est-ce pas, changer les choses au niveau de l'Afrique, pourra changer les choses non seulement au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la politique intérieure. D'ailleurs au Brésil, parce que lorsqu'il a été investi, il a dit qu'il revient au pouvoir afin bien sûr de reconstruire le Brésil. Reconstruire le Brésil dans quel sens? Dans le sens bien sûr de lutter notamment pour l'environnement. On le sait, Jair Bolsonaro n'était pas un très grand partisan quand même de la lutte pour l'environnement, pour ce qui est bien sûr du cas de Lula. Il parle également de la lutte contre les inégalités sociales enregistrées du côté du Brésil. Est-ce qu'on regarde tout ce que vous avez évoqué, Dr Sango, sur votre première prise de parole, avec bien sûr cette majorité qu'il n'aura bien sûr pas au Parlement, est-ce que ça ne peut pas constituer un tout petit peu un frein pour lui dans l'attente de ses objectifs? Il parle de reconstruire le pays, mais du côté du Parlement, il n'a pas cette majorité. Il n'a pas cette majorité parce que tout se joue au niveau du Parlement. Il a de très belles idées, de très grandes ambitions, parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est véritablement vrai aujourd'hui au Brésil. Et le Brésil aujourd'hui est polarisé. Lorsqu'on voit les élections, les résultats des élections, ces résultats-là en témoignent en suffisance. Parce que 50,9% pour Lula da Silva, vous voyez qu'il y a également un grand pourcentage qui n'est pas avec lui, qui n'est pas d'accord avec lui. Et ce grand pourcentage est polarisé, est reparti dans la société et dans des différentes institutions. C'est pourquoi Lula da Silva aujourd'hui, en dépit de ses grandes ambitions, de ses grandes idées, aura des difficultés au niveau du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui décide sur un certain nombre de grandes décisions. Si on reste par exemple sur le plan de la politique étrangère et sur le plan par exemple des aides au niveau international, il est toujours important que le Parlement donne son accord. Donc le président Lula da Silva, on le sait, c'est quelqu'un qui a de très grandes ambitions, c'est un très grand ami de l'Afrique. Et vous savez que sur le plan démographique, le Brésil aujourd'hui est le pays le plus africain en dehors du continent africain. Lorsqu'on fait les études, lorsqu'on fait des analyses, on se rend bel et bien compte qu'au Brésil, les Africains sont nombreux. Donc aujourd'hui, le président Lula da Silva, même lorsqu'il était aux affaires lors de ses 2 premiers mandats, on a vu comment ses relations avec l'Afrique étaient amicales. Contrairement à Bolsonaro, qui est de l'extrême droite, qui a une politique un tout petit peu à la Trump, qui ne veut pas non seulement collaborer avec les étrangers, mais qui ne promeut pas ce qu'on appelle la politique sud-sud. Donc le président Lula da Silva, c'est quelqu'un qui pense que les BRICS aujourd'hui peuvent être un poids, peuvent être un élément important pour le système international. Lula da Silva pense que les pays émergents aujourd'hui et les pays du Sud en général peuvent faire quelque chose, peuvent jouer un rôle sur la scène internationale. Et généralement, il travaille pour que cela soit ainsi. Donc moi, je pense que sur le plan des relations avec l'Afrique, ce sera un peu compliqué, mais ne restons pas pessimistes. Ne restons pas pessimistes parce que sur le plan commercial, Lula da Silva peut ouvrir
le Brésil au marché africain, comme il peut également acheter et échanger avec l'Afrique. On sait que c'est quelqu'un qui est, n'est-ce pas ici, un combattant pour le climat, vous l'avez évoqué, contrairement à Bolsonaro, qui a, lors de son magistère, détruit l'Amazonie. Vous savez que le Brésil détient la plus grande forêt au monde. Donc, le président Lula da Silva est pour un progrès, un développement sans déforestation. Il pense qu'on peut se développer, on peut faire le progrès sans toutefois mettre en péril la forêt qui reste le grand sanctuaire de l'humanité. Parce que cette Amazonie-là aujourd'hui n'est même plus une richesse spécifiquement brésilienne. C'est quelque chose qui va au-delà du Brésil. On parle aujourd'hui c'est-à-dire d'un bien public mondial. Un bien public mondial, c'est un bien qui concerne tout le monde. Et c'est d'ailleurs été l'un des arguments de poids qui a pesé pour son élection, ce combat pour l'environnement. Notamment l'Amazonie et autres. Parce que l'Amazonie était totalement bradée. C'était totalement détruit. Donc, on ne peut pas accepter que dans un contexte où on lutte contre les changements climatiques, dans un contexte où on veut réduire la pollution, qu'on accepte que l'Amazonie soit détruite. Je vous dis, c'est la seule forêt, c'est le seul sanctuaire aujourd'hui, lorsqu'on parcourt le monde, qui est encore présente. Donc, on ne peut pas accepter que cela soit détruit. Et Lula da Silva en a fait de ça tout son combat. C'est pour cela qu'il a encore capté les voix de son peuple. Donc moi je pense que en dépit, n'est-ce pas, de ces contraintes-là, de ces quelques difficultés-là, je pense que c'est déjà un bon signe parce qu'on voit que dans ces différents pays-là, lorsqu'on voit les différents pays de l'Amérique latine, nous voyons que la majorité aujourd'hui de ces pays-là sont gouvernés par la gauche. Donc, cela démontre que les choses sont en train de changer, non seulement sur la scène intérieure de ces pays-là, mais sur la scène internationale. C'est un symbole qui montre que les gens ne pensent pas toujours la même chose. Les gens ne sont pas toujours d'accord du système politique, de l'unilatéralisme incarné par certains pays. Donc, Bolsonaro, certes, il a ses turiféraires du côté du Brésil, il a ses partisans du côté du Brésil, mais c'est quelqu'un qui avait une politique un peu dure avec l'Afrique. Parce que dans un contexte marqué par la mondialisation, il est difficile aujourd'hui, Monsieur Baudelaire, de penser que vous allez renfermer vos frontières aux autres, de penser que le Brésil doit tout simplement être brésilien, comme le faisait vive en autarcie, comme le faisait par exemple Trump, où il disait que l'Amérique aux Américains. C'est un leurre, ça devient compliqué, voire même impossible dans un contexte marqué par la mondialisation. Donc on a besoin de plus en plus de l'ouverture, on a besoin de plus en plus des ponts. Au lieu de construire des barrières, on a besoin des ponts parce que le monde ne peut bien se porter que si cet inter-échange-là est possible. Aucun pays, fût-il puissant dans le monde, ne peut pas vivre en autarcie aujourd'hui. Donc, lorsqu'on trouve encore des personnes qui pensent que l'autarcie est possible, vraiment, je pense que c'est des idées, c'est des personnes qui ont des philosophies et des politiques un tout petit peu dépassées. Donc, l'avènement de Lula, pour moi, est un très bon signe pour l'Afrique, mais j'ai bel et bien peur que sur le plan opérationnel, sur le plan réel, il n'aura pas la possibilité de mettre en application ces belles idées, de mettre en application son projet de société. L'arrivée de Lula aujourd'hui pour de nombreux observateurs s'avère décisive. Car il faut le dire, durant bien sûr ces deux précédents mandats à la tête du Brésil entre 2003 et 2010, il faut le dire, on a assisté à une présence permanente du Brésil, notamment sur le continent. Les exportations du Brésil vers l'Afrique subsaharienne ont
pratiquement augmenté de 25%, ce qui n'a pas été le cas, bien sûr, durant le magistère de Jair Bolsonaro, qui, de son côté, appliquait une politique un tout petit peu difficile vis-à-vis d'ailleurs du continent africain. On parle bien sûr d'une baisse drastique, bien sûr, de la valeur des exportations. On parle entre autres de 3,67 milliards de dollars d'exportation et bien sûr de 2,35 milliards de dollars pour ce qui est bien sûr de l'année 2019. On comprend clairement qu'entre 2003 et 2010, durant les premiers passages de Lula, on était en termes de 25% d'exportation, mais clairement avec l'arrivée de Jair Bolsonaro, on a assisté à une baisse donc drastique, clairement donc de ces échanges commerciaux. Il y a ces échanges commerciaux qui sont pratiquement revus et remis à chaque fois sur la table, Dr Sango, dans un contexte actuellement économique difficile. Vous voyez les économies africaines, tout du moins sur cette année 2022 qui s'est achevée. Pour certains, l'inflation battait pratiquement, ou du moins était au cœur de toutes les préoccupations. L'inflation due, entre autres, à l'opération militaire russe du côté de l'Ukraine. Certaines économies du continent étaient donc lourdement atteintes durant cette année 2022. Pensez-vous que, clairement, le Brésil peut profiter de cet environnement un peu difficile économiquement pour se repositionner aujourd'hui au regard, bien sûr, de ce que traversent notamment certaines économies du continent? Bien sûr, bien évidemment, et je pense que c'est de très bonnes guerres. On a vu comment le monde a presque été asphyxié à cause de deux pays. On a vu comment les politiques développées par des États au monde étaient des politiques un tout petit peu vulnérables. On n'arrive pas à comprendre comment le monde peut, n'est-ce pas, se bloquer, comment l'inflation peut se généraliser dans le monde parce que deux pays sont en guerre. Ça veut dire que sur le plan économique, le système ne marche pas. Ça veut dire que sur le plan économique, ça ne tient pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne doit ouvrir les yeux, non seulement à nos dirigeants, mais aux populations africaines et même des autres pays, pour qu'ils comprennent que la diversification des partenariats, tant économiques, culturels que politiques, est une très bonne chose dans les échanges internationaux. Donc aujourd'hui, moi je pense que Lula da Silva peut surfer, n'est-ce pas, sur cette crise-là pour être de plus en plus présente en Afrique. Et les Africains doivent également savoir que ils doivent également tirer les leçons de cette crise russo-ukrainienne. Parce que plusieurs pays africains aujourd'hui expliquent l'inflation par cette crise-là. Or, les choses que l'Ukraine ou la Russie exportaient en Afrique sont bel et bien des choses que d'autres pays pouvaient le faire. Mais les Africains ont privilégié un type de partenariat unique, c'est-à-dire un type de partenariat fixiste, comme si ces deux pays-là ne sont pas là, l'Afrique ou alors le monde devrait mourir. Donc moi je pense que cette guerre-là vient montrer, c'est une occasion qui vient montrer au monde l'utilité de diversifier les partenariats économiques. Et vous savez que Lula da Silva, c'est un ami de l'Afrique. C'est quelqu'un qui pense que dans ce contexte de mondialisation, dans cette structuration du système international aujourd'hui, les pays du Sud et fondamentalement les BRICS peuvent jouer un rôle important. Ça, c'est la position de Lula da Silva. Donc, Lula da Silva est pour que le monde soit équilibré. Lula da Silva n'est pas pour cette schématisation du monde sur deux pôles, où nous avons le centre et nous avons la périphérie, où les pays du centre deviennent de plus en plus riches, industrialisés, et les pays périphériques de plus en plus pauvres et sous-développés. Lula da Silva est pour une multipolarisation du monde. Il pense que dans ce combat historique entre le nord et le sud, entre les pays développés, les pays du sud peuvent se positionner et jouer un rôle important sur la scène internationale. Et cela est possible. Et Lula da Silva pense que, au lieu de privilégier
la politique nord-sud à travers ce qu'on appelle souvent l'aide publique internationale, qui est souvent parsemée, parce que vous connaissez très bien, des conditionnalités et de l'hypocrisie, Lula da Silva pense qu'à côté de cela, on peut expérimenter le partenariat sud-sud. Oui. C'est-à-dire, les pays du Sud ne doivent pas penser que c'est l'aide qui vient des pays du Nord qui est une bonne aide. Les pays du Sud peuvent également inter-échanger entre eux, peuvent également s'entraider entre eux, parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura la solidarité, il y aura la sincérité, parce que c'est à peu près équilibré. Lorsqu'on parle des pays du Sud, c'est les pays qui sont à peu près au même niveau du développement. Oui. Donc, il serait donc incongru que un pays puisse venir avec de l'hypocrisie, puisse venir avec l'idée de pouvoir malmener l'autre. Donc, Lula da Silva donne une chance au partenariat sud-sud. Oui. Il appartient donc à ses pairs, aux partisans des BRICS, c'est-à-dire oui. Afrique du Sud, Russie, Brésil, Chine, entre autres, de travailler dans ce sens-là, oui. pour que le monde soit dorénavant équilibré. Vous parlez, docteur Sango, merci d'ailleurs pour cette brèche ouverte. Vous parlez de ces économies émergentes, vous parlez notamment de ces pays réunis au sein des BRICS, où on retrouve entre autres bien sûr le Brésil, la Russie, l'Inde ou encore la Chine, voire oui, l'Afrique du Sud effectivement. Et il y a surtout cette bonne nouvelle pour le continent africain pour ce qui est bien sûr de cette année 2023, parce qu'officiellement, docteur Sango, oui. l'Afrique du Sud prendra la présidence de ce groupe d'économies émergentes aujourd'hui, aux côtés du Brésil. Et forcément, ça peut avoir quand même de l'impact, puisqu'on parle du Brésil, qui fait d'ailleurs partie de ces BRICS. Le fait de savoir que l'Afrique du Sud, un pays du continent africain, prendra la tête, ou du moins la présidence des BRICS, ça c'est quand même un indicateur fort. Oui, je pense que cela pourra impacter, cela pourra impacter sur les relations entre le Brésil et l'Afrique, parce que cela intervient à un moment où au Brésil, Lula da Silva revient au pouvoir. Cela pouvait être difficile si Bolsonaro était encore au pouvoir. Et vous savez qu'à l'époque de Bolsonaro, il n'y avait pas cette collaboration facile, même au sein du BRICS. C'est quelqu'un qui ne voulait pas toujours s'associer avec ses pairs du BRICS. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec la présidence confiée à l'Afrique du Sud et Lula da Silva comme président du côté du Brésil. C'est pour vous relancer, docteur, oui. parce qu'il y a la présidence qui est accordée à l'Afrique du Sud, ou du moins qui sera présidée désormais par l'Afrique du Sud, mais récemment encore du côté de la République centrafricaine, les BRICS avaient inauguré leur siège de ce côté. Effectivement. Donc ça veut dire qu'il y a... il y a cette réelle volonté d'intégrer les pays du Sud. Ouais. Vous voyez? Donc la République centrafricaine, ce n'est pas un pays du BRICS. Donc vous voyez que la politique des BRICS et fondamentalement la vision de Lula da Silva, c'est d'intégrer tous les pays du Sud vers un même bloc. Ouais. Parce qu'ensemble, vous êtes forts. Lorsque vous êtes fragilisé, lorsque vous partez de manière isolée, vous êtes faible et on vous fragilise, on vous phagocyte facilement. Donc Lula da Silva pense que la collaboration, la convergence des pays du Sud vers un même bloc pourrait être un avantage. Et une autre chose que les gens oublient parfois concernant Lula da Silva, c'est quelqu'un qui pense que les pays du Sud ont aussi le droit d'avoir un siège au Conseil de sécurité. C'est quelqu'un qui a toujours défendu ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui pense que le Conseil de sécurité, qui est le concert des nations du monde, doit être représentatif. Donc, il n'est plus possible, il n'est plus question aujourd'hui que au niveau du Conseil de sécurité, qui est cet état du monde, qui est, n'est-ce pas, ce centre du monde, qu'on assiste, qu'on accepte que c'est un pays qu'on fixe les droits de veto, les sièges du Conseil de sécurité au détriment des autres. Donc, Lula da Silva, c'est quelqu'un qui a un combat je pourrais dire presque mondial. Oui. C'est quelqu'un qui ne lutte pas seulement pour le Brésil. C'est quelqu'un qui a une politique qui va au-delà du Brésil. C'est à peu près un avocat des déshérités. C'est le porte-parole des déshérités, parce que lorsqu'il parle, il est pour les couches sociales défavorisées. Or,
les partisans de l'extrême droite, comme Bolsonaro, comme Donald Trump, c'est des gens qui sont pour les riches. C'est des gens qui pensent que les riches doivent se maintenir aux affaires. C'est les gens qui sont plus favorables avec la classe moyenne. Or, lorsqu'on parle de gouvernance, on ne cherche pas à favoriser une classe au détriment d'une autre. On cherche tout simplement à établir un juste équilibre pour que chacun ait sa place dans le concert des nations. Et c'est ça la véritable politique. La politique, elle est souvent bonne lorsqu'on intègre tout le monde. Elle est souvent bonne lorsqu'on associe tout le monde. Mais à partir du moment où il y a des divisions, à partir du moment où il y a des blocs, je pense qu'il y a un problème. Donc, moi, je pense que le contexte aujourd'hui peut être favorable. Avec la prochaine présidence qui sera confiée en Afrique du Sud, je pense que ça pourra impacter et ça pourra, n'est-ce pas, ici, accélérer les relations, non seulement à l'intérieur du BRICS, mais également dans les rapports entre le Brésil et l'Afrique. Docteur Sango, nous parlons effectivement de l'arrivée de Lula, ou du moins de son retour. Il est important de parler en termes de retour que d'arrivée, puisqu'il fait son comeback. Nous avons parlé d'un comeback exceptionnel pour Lula à la présidence du Brésil entre 2003 et 2010. Par la suite, il avait quitté le pouvoir. Dans la foulée, il est passé par la case prison pour des faits de corruption. Décidément, il est donc officiellement de retour. Quel pourrait bien être l'apport de ce retour Lula pour le continent africain? On le sait, depuis toujours, le président brésilien porte bien sûr un amour particulier au continent africain. On a parlé bien sûr en termes de chiffres tout à l'heure de cette augmentation, notamment des exportations brésiliennes vers le continent africain qui ont augmenté sous les 2 premiers mandats de Lula, atteignant pratiquement les 25%, un chiffre qui n'a plus été atteint depuis bien sûr 2010. Pratiquement les chiffres entre-temps ont drastiquement donc baissé. Nous avons fait un parallèle, Dr Sango, avec l'Afrique du Sud, qui devrait d'ailleurs prendre la présidence des BRICS pour ce qui est bien sûr de cette année 2023. Mais nous allons également évoquer le cas d'un pays, le Mali en particulier, Dr Sango. Pourquoi on parle du Mali? Tout simplement parce que le premier ministre, le Choguel Kokala Maïga, a d'ailleurs assisté. Il a pris part à cette cérémonie d'investiture du côté du Brésil, où il représentait le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Ce sont quand même des signaux forts également qui sont envoyés quant à une éventuelle collaboration future entre le Mali et entre autres le Brésil. Quand on voit ce qui s'est passé récemment, Dr Sango, lors du sommet États-Unis-Afrique, où un pays comme le Mali avait clairement été exclu, mais là le Brésil qui invite cordialement le Mali à prendre part à cette cérémonie d'investiture. On se situe dans un contexte où certains pays, ou du moins certaines puissances occidentales aujourd'hui, veulent collaborer avec tous les pays du continent lorsque certaines puissances, elles, continuent bien sûr à faire un tri. Oui, on collabore avec tel, on ne collabore pas avec tel, on collabore avec tel, on collabore pas avec tel. C'est du moins le cas aujourd'hui du Brésil qui voudrait faire avec tout le monde, sans exception. Effectivement, c'est ce que j'appelle souvent un rapprochement idéologique. C'est une question d'idéologie. Oui. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, sur la scène internationale, les intérêts des pays ne se ressemblent pas. Oui. Mais il arrive parfois que ces intérêts-là se rapprochent. D'accord? Oui. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, on se rend bel et bien compte que les intérêts d'un pays comme le Mali aujourd'hui et les intérêts d'un continent comme l'Afrique aujourd'hui se rapprochent de plus en plus avec la philosophie et l'idéologie de Lula da Silva. Lula da Silva pense que la méthode d'imposition, la méthode qui consistait à imposer les points de vue à d'autres pays sur la scène internationale est une méthode caduque. Lula da Silva est pour un partenariat d'égal à égal, est pour un partenariat équilibré. C'est pour cela que lors de son investiture, il a invité officiellement le Mali parce qu'il pense que le Mali est en train de mener un très bon combat. Le Mali est en train de mener un travail noble. Parce que lorsqu'on fait la comparaison avec d'autres pays qui pensent que
Parce qu'à la tête du Mali, nous avons un militaire, nous avons quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par des moyens, disent-ils, non démocratiques. Nous avons quelqu'un qui pense autrement. On doit de plus en plus l'isoler, le mettre en quarantaine. Donc, ça, c'est la pensée d'une certaine classe, d'un certain bloc. Or, nous avons également ceux qui pensent que le monde aujourd'hui ne doit plus se caractériser par cette méthode-là. Le monde aujourd'hui doit se caractériser par l'autodétermination de chaque pays. Parce que si nous sommes dans les relations internationales, si nous sommes dans la mondialisation, c'est parce que d'abord, chaque État est souverain. Chaque État est souverain. Et on doit respecter ce principe de souveraineté. Le principe de souveraineté voudrait que on doit respecter les choix opérés par chaque peuple, par chaque État. Donc, le président Lula da Silva, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pense que le partenariat d'égal à égal peut être possible sur la scène internationale. Donc, le rapprochement avec le Mali est un indicateur fort qui montre que l'Afrique peut de plus en plus aussi faire avec le Brésil. On ne doit pas toujours penser que c'est la France et les États-Unis, c'est l'Espagne ou alors la Belgique qui viendront sauver l'Afrique. On doit sortir de ce chemin-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tourner le dos à ces personnes-là parce que dans les relations internationales, les échanges sont toujours permanents. Mais je dis que les Africains doivent sortir de ce chemin fixiste pour essayer de voir autrement, pour essayer de diversifier leur partenariat. Et cette diversification du partenariat-là passe aussi par l'intégration des pays du Sud. On ne doit pas seulement penser qu'on doit échanger avec les pays du Nord. Les pays du Sud peuvent échanger entre eux. Et je pense que c'est un système que si le continent africain expérimente, on pourra avoir des fruits avec le projet, par exemple, de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. C'est un très bon projet. Mais malheureusement, c'est un projet qui n'arrive pas à se réaliser parce que certains présidents africains sont encore jaloux de leur souveraineté. Certains présidents africains pensent que c'est avec l'Europe, c'est en échangeant avec l'Europe, c'est en échangeant avec les pays développés qu'ils pourront avoir, n'est-ce pas, le bénéfice, le progrès, le développement. Or, cet échange entre les pays développés et l'Afrique ont montré leurs limites. Parce que c'est depuis des siècles que l'Afrique échange avec les pays du Nord. C'est depuis des siècles que les pays d'Afrique bénéficient de l'aide publique internationale des pays du Nord. Mais que lorsqu'on voit le développement sur le terrain, le développement ne suit pas. Donc les pays africains aujourd'hui ont plus que jamais l'opportunité, la chance, l'occasion de sortir de ce chemin-là pour embrasser également les autres pays comme le Brésil. Parce que le Brésil est un pays du Sud, mais de plus en plus un pays émergent. Ça veut dire que même sur le plan de l'industrialisation de l'Afrique, même sur le plan du transfert de technologies, même sur le plan des échanges commerciaux, l'Afrique a plus à bénéficier avec le Brésil. Docteur Sango, nous allons dans quelques instants seulement prendre également l'avis de Pemanea qui nous a rejoint. Il réagira d'ailleurs en direct du Burkina Faso. Il nous apportera bien sûr son regard sur cette arrivée de Lula et notamment l'apport de l'arrivée de Lula pour le continent africain. Mais il faut tout simplement dire que durant son premier passage d'ailleurs à la tête du Brésil entre 2003 et 2011, Lula avait ouvert 30 ambassades africaine du côté du Brésil. Il avait visité, messieurs, tenez-vous tranquille, 29 pays africains. Il ne s'est pas cantonné seulement à visiter les pays lusophones, puisque pour certains, il entretenait à l'époque des relations approfondies avec certains pays d'ailleurs de l'Afrique lusophone. Il a entre autres visité bien sûr d'autres pays tels que l'Algérie, le Bénin, le Ghana. Il s'est même rendu à l'époque au Cameroun. Bref, il a fait pratiquement le tour du continent africain. Quand on parle de 29 pays quand même visités, ça c'est plus de la moitié. Plus de la moitié d'ailleurs des pays du continent africain. Je pense qu'on va à l'instant également prendre la réaction de Pemanea, lui qui réagit bien sûr en direct du Burkina Faso. On me fait savoir du côté de la réalisation que c'est bon. On peut donc définir
définitivement l'avoir dans le cadre de cette émission de For You Matin. Alors, Pemaneya, bonjour à vous, monsieur. Je rappelle que vous êtes président du cadre d'action pour la patrie. Quel peut bien être, selon vous, l'apport de l'arrivée de Lula pour le continent africain? Est-ce que les Africains aujourd'hui gagnent-ils à vouloir impérativement coopérer avec le Brésil? Merci, bonjour. Merci voilà, pour l'intérêt accordé à mon point de vue pour ce qui concerne le retour de Lula aux affaires au Brésil. J'ai été depuis toujours admiratif de Lula, de sa politique sociale, de son combat, de sa ligne de conduite et aussi, ou plus particulièrement, de son rapprochement, ou du moins le rapprochement qu'il a entrepris du Brésil par rapport à l'Afrique. Bon, j'ai été aussi très marqué par ces ennuis judiciaires et tout ça, bien sûr, s'apparentait à un complot bien ficelé. Et pour ses ambitions, pour son rapprochement avec la Russie, puisque le Brésil, sous lui, est membre fondateur des BRICS, donc une institution financière parallèle au FMI et à la Banque mondiale, qui attend entreprendre une sorte de polarisation donc de l'économie mondiale parallèlement au système occidental qui semble être maître et qui dicte la conduite en tenue depuis des années ou depuis la Deuxième Guerre mondiale où l'Europe a été reconstruite à travers l'aide américaine. Et par-delà les autres pays du monde, depuis lors, le FMI, les institutions de Bretton Woods sont devenues ou sont quasiment les seules institutions donc, qui dirigent ou qui dictent la marche du monde d'un point de vue économique, financier et monétaire. Les BRICS viennent donc comme une réponse justement à cela et puis une autre alternative donc à tous ceux qui ne souhaitent pas vraiment continuer dans le fonctionnement tel que voulu par le FMI. Donc Lula a été un acteur phare à travers son pays, l'Afrique du Sud, la Russie et je pense l'Inde, donc de la mise en place de cette nouvelle machine qui d'ailleurs fait actualité et qui est en train de vouloir prendre son envol. Moi j'ai été de ceux qui ont cru que, et je me réjouis de ne pas être le seul, de ceux qui ont cru que les ennuis judiciaires étaient justement faits pour l'écarter du pouvoir, surtout pour ces démarches révolutionnaires, disons anti-impérialisme, et qui offraient justement au monde une autre alternative de développement socio-économique et politique. J'ai aussi admiré la forte présence du Brésil sur le continent avec Lula, parce qu'il a entrepris une offensive diplomatique américaine et africaine importante. Il avait justement un rapprochement économique important de coopération sud-sud. Et il faut aussi préciser que l'Afrique et le Brésil, historiquement, ont toujours fait chemin ensemble, puisqu'ils étaient tous membres du bloc des non-alliés lors de la guerre froide. Et Lula a intensifié cette coopération avec l'Union africaine. Il y a eu plusieurs projets qui ont été développés, plusieurs expériences. Vous savez que le Brésil, c'est l'un des greniers du monde qui ont été développés, et notamment l'agriculture, l'industrie, la médecine, la pharmacopée. En tout cas, plein de choses ont été faites avec l'Afrique, et le Brésil se positionnait comme un partenaire qui avait des modalités de coopération plus pragmatiques qui étaient en rupture donc avec les longues procédures auxquelles on nous soumet nos amis occidentaux. Et donc aujourd'hui, après une bataille réelle, Lula a reconquis le pouvoir malgré tout ce qu'il y a eu, les sabotages qu'il y a eu. Vous savez que Bolsonaro et son clan étaient déterminés justement à faire échouer Lula par tous les moyens démocratiques et antidémocratiques. Et bien malgré cela, Lula a été élu
plus de 50%. Il a pu récolter les surfaces universelles. Et donc, il revient au palais à la tête du Brésil, un pays continent, l'un des plus importants du monde, l'un des plus importants pour les pays en voie de développement, l'un des plus importants donc des pays non alliés. Donc, Lula revient prendre la tête de ce pays. C'est un immense défi qu'il a relevé après tout ce qu'il a pu traverser au niveau de la justice, après toute l'intoxication qu'il y a eu contre sa personne. Et la première leçon, c'est de saluer la maturité du peuple brésilien, tous ceux qui ont toujours voulu une société juste, parce que c'est à eux qu'il faut aussi dire merci, d'avoir dépassé tous les clivages, d'avoir fait preuve de maturité, d'avoir... ça aurait été ailleurs, les gens, on aurait dû tuer sa carrière en brandissant donc les accusations farfelues qui ont été développées contre sa personne. Mais bien au contraire, le peuple a su être lucide et le reconduire au pouvoir. Bien entendu, Lula revient prendre un pays dans un contexte mondial très difficile. La géopolitique est très bousculée, mais Lula c'est aussi un routier, il est un vieux routier, il a une longue expérience de la politique, il a été président d'un grand pays, il revient donc pas en novice, mais retrouver des défis très délicats qu'il entend. Il revient à un moment aussi où le continent africain, en tout cas son opinion publique est en ébullition. Elle veut une sorte de rupture et appelle de vive voix une diversification. J'attends par diversification, cette diversification qui est brandie aujourd'hui, c'est un appel en réalité à une sorte de rupture de la politique impérialiste qui est entretenue avec l'Occident pour se tourner vers d'autres partenaires plus pragmatiques, moins impérialistes, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, et avec qui d'ailleurs l'Afrique avait une intéressante collaboration. Et donc le Brésil peut être aujourd'hui l'une des puissances, justement, parce que c'est aussi une puissance militaire qui a toutes les industries lourdes, civiles et militaires, qui peuvent aussi apporter un plus donc aux besoins de l'Afrique. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant Lula. Tu pourras écouter, s'il y a lieu de demander des précisions, je le ferai. Merci à vous, Pema Neya, d'ailleurs, pour cette contribution. On rappelle bien sûr que vous réagissez en direct du Burkina Faso. Vous êtes, entre autres, président du cadre d'action pour la patrie. Docteur Sango, un mot sur ce que vient de relever, ou du moins sur tous les arguments que vient de relever Pema Neya. Il a parlé beaucoup de choses. Il a parlé de la cabale contre Lula, une cabale pour des faits de corruption, pour celui qui est passé par la case prison. Il parle, entre autres, du fait que Lula ait visité plusieurs pays du continent, qui peut d'ailleurs s'avérer décisif dans cette nouvelle réorientation des rapports, ou du moins des relations entre le Brésil et le continent africain. Bref, il est revenu sur pas mal de choses. Oui, je pense que l'analyse de mon copanéliste est presque la même avec la mienne, parce que si les ennuis judiciaires de Lula da Silva étaient peut-être avérés, c'est qu'il n'a pas réussi à remplir ce troisième mandat, parce que sur le plan de l'éthique et sur le plan de la cohérence, c'est que sur le plan des élections, Lula da Silva ne devait pas passer, parce que ayant été condamné pour des causes de la corruption. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup plus une volonté politique. Il faut voir dans ces ennuis judiciaires une tentative de déstabiliser Lula da Silva, orchestrée par Bolsonaro et son équipe, qui voulait l'écarter pour la course présidentielle. Mais en dépit de tout cela, je pense que le peuple dont vous avez évoqué ici a su, n'est-ce pas, ici faire la différence entre cette entité politique et les belles idées, les belles ambitions que Lula da Silva incarnait. Maintenant, pour le reste, nous sommes sur la scène internationale, Monsieur Nguéné, et la scène internationale, comme je vous ai dit toujours, il n'y a pas d'ennemis permanents, encore moins d'amis permanents. Certes,
Mais la spécificité du partenariat que Lula da Silva est en train de nourrir sur la scène internationale, c'est quoi? C'est que lui, il pense que les pays du Sud, les pays, n'est-ce pas, émergents, les pays sous-développés peuvent aussi s'associer sur la scène internationale. Lui, il pense qu'ils peuvent avoir leur mot à dire. Leur mot à dire sur la scène internationale. C'est très important de faire cette précision-là. Parce que sur la scène internationale, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas des ennemis, nous n'avons que des intérêts. Mais Lula da Silva pense que les intérêts des pays du Sud étant presque les mêmes, il est de plus en plus important de former un bloc pour que, dorénavant, ce pays du Sud-là puisse aussi avoir leur mot à dire sur la scène internationale. C'est ça, la vertu de la démarche proposée par Lula da Silva. C'est pour cela que lors de ses deux premiers mandats, lors de ses deux premiers mandats, il a presque réservé toutes ses tournées hors du Brésil à l'Afrique. C'est-à-dire, lorsqu'il sortait du Brésil, il se dirigeait fondamentalement vers un pays du Sud. Parce qu'il pense qu'il a cette ferme conviction que la collaboration Sud-Sud peut aussi être une méthode plus efficace, mais aussi plus efficiente à côté de la collaboration Nord-Sud. Donc, il pense que les pays du Sud doivent donner une chance à cette méthode-là, à cette approche-là, pour porter leur voix sur la scène internationale. Donc, son retour à la tête du Brésil, pour moi, qui suit, n'est-ce pas, de plus en plus sa politique depuis qu'il est même opposant, je pense que à partir des idées, des ambitions et de l'approche qu'il propose, pour moi, c'est un très bon signe, non seulement pour le monde qui a de plus en plus besoin aujourd'hui d'un certain équilibre. Parce que le monde n'a pas besoin d'une dictature. Le monde n'a pas besoin aujourd'hui d'un unilatéralisme féroce. Le monde a besoin aujourd'hui des équilibres. Le monde a besoin aujourd'hui d'une multipolarité. Donc le retour de Lula da Silva à la tête du Brésil est un atout non seulement pour le monde, mais aussi et surtout pour les pays du Sud en général et fondamentalement pour l'Afrique en particulier. Donc, il appartient à chaque entité de maximiser cette chance-là pour que, dorénavant, les voix du Sud puissent aussi compter dans le concert des nations. Merci à vous, Dr Sango. Tout à l'heure, nous évoquons bien sûr un tout autre aspect de notre thématique en parlant de ce rapprochement entre, bien sûr, Lula et la Russie. Quel peut bien être l'impact au sein même de cette sphère-là? On sait, notamment du côté de l'Europe aujourd'hui, tout le monde s'est mis à dos la Russie. L'Union européenne, pratiquement, il va par de nouvelles sanctions au fil du temps. On attend de voir ce que l'Union européenne réserve une fois de plus à la Russie pour ce qui est de cette nouvelle année. Mais nous parlerons de ce rapprochement entre Lula et notamment avec Vladimir Poutine. Mais parlons tout d'abord de l'un des combats que voudrait d'ailleurs mener, ou du moins que mène Lula, l'un des éléments de poids, ou du moins l'un des arguments de poids qui a d'ailleurs pesé pour son retour au pouvoir. On parle de ce combat pour l'environnement. Tout à l'heure, vous parliez de l'Amazonie, mais n'oublions pas que lorsqu'on se rabat vers le continent africain, l'une de nos principales préoccupations, du coup, c'est souvent et généralement sur le continent, le réchauffement climatique. Récemment encore, nous l'avons vécu, la COP27 du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte, cette conférence des Nations Unies réservée bien sûr au changement climatique, où une fois de plus, l'Afrique a clamé à haute et intelligible voix cette injustice. Clairement, aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique. Et quand on voit l'élan, d'ailleurs, on se replonge dans ce combat qui est en train de mener Lula, ou du moins que mène Lula depuis plusieurs années aujourd'hui, on se dit également que dans ce combat pour l'environnement, il peut être d'un apport considérable également pour le continent africain qui jusqu'ici subit de plein fouet les effets notamment du changement climatique. Oui, ça fait partie des éléments du combat de Lula da Silva. Lorsqu'il combat cet unilatéralisme, cette politique de domination mondiale, c'est à cause justement des injustices pareilles. Là, vous revenez sur le domaine de l'environnement, le domaine climatique. C'est quand même une incongruité de constater et de voir que les pays du Nord
veulent imposer, n'est-ce pas, la responsabilité de la destruction, de la pollution du monde aux pays africains. Les pays africains sont aujourd'hui les plus touchés par ce réchauffement climatique alors qu'ils sont les moins pollueurs. Ouais. Donc, je pense que sur le plan de l'équité et de la justice, ces pays du Nord, là, les Nations Unies, pouvaient comprendre cet enjeu-là pour situer la responsabilité des pays du Nord. Parce que si le monde est aujourd'hui en pleine dégénérescence climatique, c'est parce que les industries du Nord polluent chaque jour. Ouais. L'Europe a d'abord été l'Europe du charbon. Et vous savez ce que représente le charbon dans la destruction de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas penser que c'est l'Afrique qui est responsable de la destruction de l'environnement. On ne peut pas penser que c'est les pays du Sud qui soient responsables de la destruction de l'environnement. On ne peut pas accepter que le même taux de taxes pour la protection de l'environnement soit fixé, n'est-ce pas, ici au même montant que les pays du Nord. Donc la justice voudrait que les pays du Nord qui polluent assez puissent payer cette responsabilité-là. Parce que lorsqu'on voit la répartition du monde aujourd'hui dans les pays africains, nous n'avons pas encore des pays industrialisés. Alors, par quelle alchimie pourrait-on dire que les pays africains détruisent l'environnement? On ne peut pas dire que c'est les 2 hectares de ma forêt, quand j'abats ma forêt là dans mon village pour mettre mon cacao, c'est l'abattage de ces 2 hectares là qui vient influencer la destruction de l'environnement. Non, c'est pas ça. Il y a des grands pollueurs et les grands pollueurs doivent être les grands payeurs. Ouais. C'est ça la justice. Et le président Lula da Silva porte haut ce combat-là. Il porte haut ce combat-là pour montrer que non seulement on peut se développer sans détruire l'environnement, mais aussi et surtout, on doit cesser de victimiser les pays africains, victimiser les pays du Sud qui n'ont même pas encore amorcé leur processus de développement, d'industrialisation, mais que déjà, on est en train de les taxer, de ne plus exploiter leurs forêts, de ne plus couper leur bois, parce que. Donc, c'est une incongruité internationale, c'est une injustice internationale, et cela fait partie des multiples injustices que Lula da Silva est en train de combattre. Lula da Silva pense que si les pays du Sud forment un bloc, ils pourront même, dans ces réunions-là, comme la réunion qui vient de se tenir en Égypte, là, poser des conditions sur la table et faire passer leurs conditions. Mais lorsque les pays du Sud sont dispersés, lorsque les pays africains sont dispersés, vous ne pouvez pas imposer un point de vue lors de la prise de décision. C'est pour cela que Lula da Silva pense qu'un travail préalable doit être mené. Il faudrait que les pays du Nord se fassent confiance. Et parlons justement de ce travail préalable, Dr Sango. Oui. Luis Ignacio Lula da Silva parle de la mise sur pied dans les tout prochains mois d'ailleurs d'un groupe de responsables africains qui aura d'ailleurs pour objectif de coopérer avec le Brésil dans le cadre bien sûr de tous ces efforts qui sont d'ailleurs menés pour lutter contre les effets pervers d'ailleurs du changement climatique, et parle entre autres de la République démocratique du Congo comme l'un des partenaires stratégiques qui devrait d'ailleurs coopérer ou du moins collaborer avec le Brésil afin de réduire les effets pervers d'ailleurs de ce changement. Il y a donc une certaine urgence climatique aujourd'hui qui est là et il faut y faire face forcément. Il faut y faire face et il faut poser des actions concrètes sur le terrain. Et Lula da Silva est dans cette dynamique-là. Lorsqu'il fait le choix de la République démocratique du Congo, il faut dire que le Brésil, en termes de protection de l'environnement, en termes de réserves forestières, ce que le Brésil représente en termes de protection forestière dans le monde est ce que la RDC représente en Afrique. La RDC, c'est pas un choix au hasard. C'est pas un choix au hasard. La RDC regorge également de très grandes réserves forestières. Donc, il est important d'associer ces deux pays-là comme deux idéaux types de travail. À la RDC qui doit représenter le continent africain et le Brésil qui doit représenter l'Amérique latine. Et vous voyez que du point de vue comparatif, ces deux
entités, deux pôles, voire deux continents qui ont à peu près les mêmes réalités. Deux continents qui, du point de vue du niveau du développement, peuvent être mis ensemble. Donc, le président Lula da Silva ne se limite pas seulement aux mots, ne prêche pas seulement. Il pose des actions concrètes et il pense que ce qu'il dit, ce qu'il pense peut se réaliser si davantage sur le plan opérationnel des actes sont de plus en plus pris. Donc il appartient tout simplement aux Africains de comprendre le bon fondé de son combat, de comprendre que Lula da Silva, et vous avez très bien fait de faire un rapprochement avec la Russie, et de comprendre que Lula da Silva n'est pas dans un combat hégémonique personnel, il est dans un combat hégémonique des pays du Sud. Parce que contrairement, même si on peut faire un rapprochement entre la Russie, il faut savoir que il y a un tout petit peu de discointance. Parce que contrairement à Vladimir Poutine, parce que lui il est déjà une puissance, lorsqu'on parle de puissance dans le monde, la Russie y figure. Contrairement à Vladimir Poutine, qui cherche tout simplement un rééquilibrage du monde, une multipolarité du monde, Lula da Silva est dans une dynamique de recherche d'une hégémonie des pays du Sud. C'est très important de préciser. Parce que Lula da Silva pense que une autre hégémonie peut être possible. Les pays du Sud peuvent constituer une puissance à côté des autres puissances qui existent jusque-là. Cela pourrait donc être possible si et seulement si les pays du Sud s'associent, les pays du Sud commercialisent davantage entre eux, si les pays du Sud se fassent de plus en plus confiance. Voilà le combat de Lula da Silva. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Vous voyez donc sur le plan idéologique, c'est deux combats qui se rapprochent sur la scène internationale. Que ce soit le combat de Vladimir Poutine qui vise à équilibrer le monde et qui vise à multipolariser le monde, que ce soit le combat de Lula da Silva qui vise à créer un autre pôle hégémonique qui sera fondé et constitué essentiellement des pays du Sud. Vous voyez que ces deux éléments qui se rapprochent, ces deux éléments similaires. C'est pourquoi donc, pour que cela soit possible, et sur le plan opérationnel, on va assister et on doit assister à ces rapprochements culturels, idéologiques, sécuritaires, politiques, économiques, commerciaux, pour qu'au finish, cela puisse se réaliser en amont. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que partout où Lula da Silva voit que il y a un élément qui peut permettre aux pays du Sud d'avancer, il ne va pas hésiter à s'y rendre. Et je vous ai dit, lors de ses premiers mandats, toutes ces tournées internationales étaient essentiellement orientées vers les pays du Sud. Donc, l'avènement au pouvoir de son troisième mandat va tout simplement s'inscrire dans la continuité de ces deux premiers mandats, mais qui malheureusement, il n'aura pas des marges de manœuvre efficaces au niveau de son congrès pour voter des décisions efficaces et efficientes sur la scène internationale. Merci à vous, Dr Sango. Nous nous dirigeons d'ailleurs vers la fin de cette émission de For You Matin. Encore peut-être 2 voire 3 questions pour vous. Alors, docteur, entre 2011 et 2022, on va le dire, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, ou du moins sous les ponts. Entre-temps, nous sommes aujourd'hui dans une guerre de positionnement sur le continent, on va le dire, pas de guerre, peut-être bataille de positionnement, une bataille de positionnement qui est notamment menée par certaines puissances occidentales. On parle bien sûr des États-Unis, on parle de la France, on parle entre autres également de la Chine qui se positionne de plus en plus. Vous ne trouvez pas qu'entre 2011 et 2022, voire 2023, le Brésil a pris en retard et forcément aura du mal à rattraper ce retard au moment où certaines puissances par contre se sont efforcées à renforcer leur positionnement sur le continent? Oui, le Brésil a pris du retard. Je pense que cela peut s'expliquer peut-être par l'absence de Lula au pouvoir. C'est vrai que en 2003, lorsqu'il était au pouvoir, il visitait quand même l'Afrique. Il y avait des rencontres avec l'Afrique. Mais cela a un peu été dilué parce qu'à un certain moment donné, on a eu à la tête de son pays
une autre personne qui pensait autrement. Et les autres puissances ont donc capitalisé cette situation-là pour d'amener le plomb au Brésil. Oui. Et vous faites très bien de montrer que l'Afrique aujourd'hui est de plus en plus convoitée par des puissances. Oui. Et il est souvent important de faire une différence entre ces puissances-là. Parce que l'Afrique aujourd'hui qui se trouve au centre doit savoir qui est sincère, qui vient avec l'intérêt qui pourra permettre à l'Afrique de se développer. Oui. Que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, les types de partenariats sont différents. Il y a des partenariats qui ne sont plus bons pour l'Afrique. L'Afrique doit savoir opérer un partenariat qui lui sera bénéfique. Et je pense que face à ces multiples partenariats-là, le partenariat que le Brésil propose est un partenariat qui peut sauver l'Afrique, qui peut permettre à l'Afrique d'être également respectée sur la scène internationale. Parce que l'un des combats du continent africain aujourd'hui, c'est l'unité, c'est la globalisation, c'est l'unification. L'un des combats du continent africain aujourd'hui, c'est de parler avec unanimité et univocité sur des grandes problématiques. Et vous voyez donc que le partenariat que Lula propose, et il faut faire la différence toujours entre ces différentes puissances-là qui viennent en Afrique. Lula, le Brésil est un pays du BRICS émergent, qui est un pays également qui a presque les mêmes réalités de développement que le continent africain. Donc, le continent africain doit capitaliser là-dessus pour savoir que le Brésil ne vient pas toujours avec l'esprit de domination, de paternalisme. Le Brésil vient avec un type de partenariat qui bénéficie à tout le monde. Le Brésil ne veut pas porter la voix du seul Brésil sur la scène internationale, parce que Lula est conscient que s'il travaille uniquement pour la voix du Brésil, il ne va pas s'en sortir. C'est pour cela qu'il veut capitaliser sur les BRICS, sur le bloc BRICS qui existait déjà. Pour lui, c'est une opportunité. Et il faut utiliser cette opportunité-là pour, n'est-ce pas, s'imposer sur la scène internationale. Il ne faudrait pas que le BRICS soit une coque vide. Il ne faudrait pas que le BRICS soit au service du G20, du G7, du G ceci, du G cela. Il faudrait que le BRICS se distingue, se singularise sur son approche, sur son partenariat, sur ses choix stratégiques et économiques sur le terrain. C'est ça le combat du président Lula da Silva. Donc moi je pense que, oui, vous l'avez indiqué, d'autres puissances ont dévancé un tout petit peu le Brésil sur la scène internationale, mais il ne se fait jamais tard dans les relations internationales. Une action, fut-elle petite et symbolique, peut, n'est-ce pas, impulser un partenariat, un partenariat en avant par rapport à d'autres partenariats qui existaient jusque-là. Donc aujourd'hui, le choix du Brésil, pour moi, est un choix rationnel que les Africains Ça veut dire quoi? Les Africains doivent se montrer optimistes et privilégier ce choix-là. Et privilégier ce choix-là. Pas seulement avec Lula da Silva comme personne instituée, personnée, mais parce que le Brésil est un pays du Sud. Le Brésil est un pays qui doit travailler pour que les pays du Sud puissent aussi compter sur la scène internationale, parce que le Brésil a cet avantage-là que il est, n'est-ce pas, en califourchon entre les pays développés et les pays sous-développés. C'est-à-dire c'est un pays qui maîtrise les deux situations. C'est un pays qui est émergent. C'est un pays qui n'est pas totalement dans la pauvreté, le sous-développement, mais c'est un pays qui est déjà ouvert vers l'industrialisation. Donc l'Afrique peut capitaliser sur cette situation-là pour privilégier le partenariat Brésil-Afrique. Au même titre qu'elle peut privilégier d'autres partenariats, parce que au finish, c'est les intérêts de chacun qui comptent sur la scène
sur la scène internationale. Et on retiendra toujours cette phrase, Dr Sango, que vous aimez d'ailleurs prononcer à chaque fois que vous êtes sur ces plateaux de For You Bata. En relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et à chaque fois, forcément, chacun cherchera toujours à tirer la couverture de son côté. Nous étions là pour parler, bien sûr, de l'investiture de Lula comme président du Brésil, lui qui a tout d'abord, on va le dire, été président auparavant, entre bien sûr 2003 et 2011. Il a quitté la présidence, il est passé par la case prison avant de faire son comeback. Vous avez suivi les différentes interventions, qu'il s'agisse bien sûr du consultant permanent, le docteur Sango, qui est revenu sur l'apport donc de ce retour de Lula, notamment pour le continent africain. Vous avez suivi également l'intervention de Pema Neya, le président du cadre d'action pour la patrie, qui est réagissant du Burkina Faso, qui a relevé bien sûr le rôle joué par le Brésil au sein des BRICS, qui peut notamment s'avérer décisif et importantissime pour le continent africain. Les Africains vont donc devoir, on va le dire comme ça, gagner certainement en voulant coopérer, ou du moins en coopérant bien sûr avec le Brésil. Il s'agit clairement donc d'un avantage qu'il faut tirer, car le président Lula a toujours porté l'Afrique dans son cœur. Il a d'ailleurs visité jusqu'ici plus de 29 pays du continent africain. Ça montre d'ailleurs beaucoup sur ses intentions. Lui également qui est engagé dans plusieurs chantiers, la lutte entre autres contre les changements climatiques, on le sait. L'Afrique aujourd'hui subit une sorte d'injustice qu'il faudra impérativement réparer. Et le président Lula donc se positionne comme étant l'un des partenaires stratégiques avec lequel les pays africains doivent donc coopérer. Merci à vous, Dr Sango, d'être une nouvelle fois passé par ici. C'est moi qui vous remercie, Baudelaire, et je profite encore l'occasion pour réitérer mes souhaits de bonne année à tous les téléspectateurs de For You Media qui prennent souvent du temps pour suivre nos modestes analystes. Elles sont loin d'être modestes, Dr Sango. Je le sais, vous êtes modeste par nature, mais elles sont loin d'être modestes, vos analyses au quotidien sur ces antennes de For You Media Africa. Merci également à vous, Pema Neya, merci à la grande équipe de la réalité.